Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera avec Adrien. Le sujet sera super intéressant. Je pense que vous devez rester à l'écoute. On va parler de son application. Comme d'habitude, l'épisode sera en avance sur Patreon pour tous les contributeurs. N'hésitez pas à aller disponible sur application et aussi sur Internet. Et comme d'habitude, on est disponible sur tous les réseaux. Donc, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Donc voilà, lancement de l'épisode. Allez, bonne écoute. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Comment vas-tu, Adrien? Ça va très très bien, merci. Et toi? Ben, moi, ça va comme d'habitude. Je suis super content de t'accueillir dans PCA Podcast. Je pense que les gens auront un bel épisode parce que le projet que tu portes est super intéressant. Mais bon, la fameuse question, comme d'habitude dans PCA Podcast, qui es-tu? Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Du coup, j'ai grandi en métropole et je suis depuis une dizaine d'années maintenant très très préoccupé par le changement climatique et les questions environnementales en général. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, ton parcours scolaire. Alors, moi, j'ai fait mon lycée enfin, après Cergy-Pontoise. Après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à Cergy-Pontoise. Donc, c'est en région parisienne. C'est dans le Val d'Oise. C'est en banlieue. Et Je crois après, que c'est le c'est 95, non? 95? exactement, c'est du coup le nord de la région parisienne. Ouais, ouais. Et suite à ça, j'ai intégré du coup une école de commerce, donc ESCP Europe, qui est une très bonne école de commerce, on peut dire, qui est basée à Paris. Voilà, j'ai fait une école de commerce. J'ai choisi cette voie en fait surtout pour la filière géopolitique, parce qu'en fait en classe prépa, il y avait beaucoup de maths et beaucoup de géopolitique. Et en fait, moi, je commençais déjà à être assez curieux sur les enjeux, des questions d'énergie, de géographie, d'histoire, pour essayer un peu de mieux comprendre le monde. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé en école de commerce. Enfin, pas forcément pour être honnête, par un vrai choix, mais un peu parce que c'était une filière qui gardait en fait plein de portes ouvertes. Et ensuite, au sein de cette école, bah, j'ai pu faire différentes expériences, différents stages. Et progressivement, en fait, je me suis mis à travailler dans le monde de l'environnement et de la transition énergétique. Ouais, non, mais ça va être intéressant. Directement, pourquoi tu as créé cette application? Alors, pourquoi? Alors, la réponse va être un petit peu longue. Non, mais tu peux. Euh, Tu peux. en fait, bah, après, du coup, mon école de commerce, donc j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans le domaine de la transition énergétique, principalement dans des entreprises qui fournissent des services ou des conseils pour aider des très grosses entreprises qui consomment beaucoup d'énergie ou qui transportent, qui distribuent ou qui vendent beaucoup d'énergie à réduire leur pollution, à réduire l'empreinte carbone de l'énergie. Donc j'étais en fait assez proche de la transformation du système énergétique mondial. Et je voyais bien qu'il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place au niveau des entreprises. Par contre, je voyais que bah, mes proches, mes amis, ma famille me posaient beaucoup de questions sur le sujet. Moi, en fait, spontanément, je faisais de moi-même en fait des tableurs Excel ou des outils pour les aider. Et en fait, je me suis dit un jour, bah en fait, Adrien, lance-toi, jette-toi à l'eau et va carrément faire cet outil qui va aider en fait tout le monde à moins et mieux consommer l'énergie. Ok. Donc, vas-y, continue. Quand tu as créé l'application, le nom de l'application et le pourquoi du comment? Ok, alors justement, cet outil, en fait, cette entreprise, enfin, c'est une entreprise à mission, elle s'appelle Adapt.
Et donc, Adapt, c'est la météo de l'électricité. Donc, peu de gens le savent, mais en fait, la pollution de l'électricité, elle varie d'heure en heure et de jour en jour. Et elle dépend en grande partie des conditions météorologiques, comme le soleil, le vent, la température. Pour donner un exemple, dans l'archipel, voilà, quand il y a beaucoup de vent, bah, tu vas avoir beaucoup de production éolienne, pardon. Quand il y a beaucoup de soleil, tu vas avoir beaucoup de production solaire. Quand il fait très chaud, en fait, tu vas avoir une très forte consommation pour les besoins en climatisation. Et en fait, avec ces différents paramètres-là, on va avoir plus ou moins besoin d'énergie fossile, donc notamment du fuel aux Antilles, pour produire l'électricité. Et donc, justement, en fait, moi, je viens simplifier tout ça et expliquer le moment pendant lequel l'électricité est la moins polluante, le moment pendant lequel l'électricité utilise le moins de ressources fossiles. Et voilà. Et pour te donner un peu une idée de comment ça fonctionne, nos utilisateurs vont sur notre outil qui est donc disponible sur Android, sur iOS et aussi en web app. Donc l'outil c'est Adapt, A-D-A-P-T. Donc la web app c'est adapt.sh. Et avec cet outil, nos utilisateurs vont pouvoir en fait consulter le calendrier des prévisions heure par heure de la pollution de l'électricité. Et s'ils souhaitent, par exemple, lancer une machine à laver, Ouais, recharger leur voiture c'est à ça que je électrique. pensais directement. Là, je Exactement, pensais à la bah, machine. c'est le gros cas d'usage. La vaisselle aussi, peut-être. Euh, c'est le gros cas d'usage qui permet du coup bah, de sensibiliser les consommateurs d'énergie à la pollution de l'énergie en général, enfin en question énergie-climat. Deuxièmement, évidemment, de les orienter vers les éco-gestes les plus importants pour qu'ils puissent réduire leur facture en réduisant leur consommation d'énergie, ce qui va aussi leur permettre de réduire la pollution. Et troisièmement, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement bah, de piloter, de programmer une partie de la consommation des équipements électriques selon cette météo de l'électricité. Euh, rentre un peu plus en détail. Quand tu dis piloter, est-ce que c'est genre, en fait, tu pourras programmer, c'est ça? Programmer l'application avec. Alors, exactement. Nous, notre vision, c'est effectivement de pouvoir piloter des équipements à distance, parce qu'en fait, on pense que Hmm. sur le long terme, pour pouvoir, en fait, pour pouvoir avoir un impact très important sur la réduction des émissions de CO2, il faut qu'on soit capable de piloter certains équipements. Alors, du jour au lendemain, on ne va pas piloter 100% des équipements, mais par exemple, en Guadeloupe, ceux qui ont une voiture électrique avec la bonne marque ou le bon type de borne, bah, on peut se connecter voilà, soit à la borne, soit à la voiture. On peut aussi, pourquoi pas, imaginer demain programmer, piloter des clims. Enfin, en fait, pourquoi pas aussi des piscines, des pompes de piscine, des choses comme ça. En fait, tout un ensemble d'équipements qui consomment beaucoup d'électricité, qui a aussi en fait une puissance qui est aussi importante. Et ce qui fait que nous, d'un point de vue économique et environnemental, c'est intéressant d'aller s'y connecter, d'aller investir du temps pour pouvoir en fait piloter cet équipement. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure de éco-gestes. Enfin, moi, je ne rentre pas dans la caricature de dire éco-gestes. Enfin, quand je dis caricature, ça veut dire dire c'est bien, c'est mal. Voilà, c'est plutôt ce mot-là que je cherchais. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que, tu sais, aujourd'hui, d'ailleurs, je parlais de ça avec des collègues et on parlait du fait de mettre maintenant des lumières solaires dehors. Et c'est vrai que on est en 2022, quoi. Ça fait un moment que ça existe. Et que c'est maintenant que je vois les gens penser à ça. Même ma mère, elle est en train de les installer. Et je me dis que s'il n'y a qu'en 2022, alors que le soleil, bon, en Guadeloupe, ça va. Je pense qu'on l'a quand même assez régulièrement. Et pourtant, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on pense à utiliser ce genre de choses. Est-ce que ce genre de choses aussi, est-ce qu'on pourrait, exemple, piloter sa lumière solaire avec ton application pour dire le soir de s'allumer? Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas te vendre te faire du bullshit. Euh,
il est probable que ta lumière solaire, en fait, elle soit déjà bien optimisée. Que, par exemple, elle utilise des LED, ce qui fait que la consommation, elle est déjà assez faible. Et je ne sais pas si nous, en fait, il y a un rationnel à ce qu'on construise une super infrastructure informatique pour aller connecter jusqu'à la petite lumière, tu vois, je sais pas moi, de ta table de nuit, par exemple. Je pense que c'est pas forcément quelque chose que toi aussi, tu aurais envie de laisser piloter. Ben, Donc, nous, ouais. c'est un peu ce que Alexia a fait. Alors, Alexia, je parle de Google, ceux qui ont Google, mais je vois ceux qui ont Google, j'ai des amis qui utilisent ça chez eux, qui éteignent la lumière, qui fait ça. Donc, voilà. J'avais une question, parce que tu as parlé de ça, de la transition. C'était pas prévu, mais moi, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi la France n'a pas donné de gros investissements pour, tu sais, faire le chauffage des maisons? C'est-à-dire mieux isoler. Parce qu'il y a énormément de maisons en France qui demandent une meilleure isolation. Donc, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces années, on a laissé faire, on a fait des petits plans, mais pas de réels changements? Parce que je pense qu'exemple, à 19 degrés avec un appartement hyper bien isolé, mais ça peut passer. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été fait? Alors, c'est marrant. Alors, je pense que les auditeurs ne le verront pas, mais je te montre juste. Là, j'ai le dernier UFC Que Choisir. Qui est une très bonne Diagnostic. association. Voilà. Effectivement, donc l'association de consommateurs. Diagnostic énergétique. Quel scandale. Aucun ne dit la même chose. Euh, donc, il y a effectivement ce que tu parles de la rénovation thermique des bâtiments. C'est une super idée. C'est une super idée parce qu'on a plein de passoires énergétiques. Moi, chez moi, là, par exemple, je suis sous les toits et effectivement, si tu mets ta main sur le mur, tu peux voir qu'il est très froid. Donc, pour dormir dans son lit l'hiver, c'est pas très confortable, pas très agréable. Donc, oui, il y a un énorme sujet, il y a un énorme besoin d'isoler les bâtiments en France. Est-ce que le gouvernement a fait assez ou pas assez? Je ne suis pas un expert de la question. Euh, je pense que oui, on pourrait raisonnablement dire qu'on pourrait faire plus. Néanmoins, en fait, ce qui est important, c'est de pas simplement raisonner en argent. C'est de pas dire ouais, il faut mettre 100 milliards et puis basta. Parce que justement, c'était un peu le point de ce magazine, enfin de ce reportage, qui rejoint d'ailleurs plein d'études qui ont été faites en France et en Allemagne sur le sujet de la performance de la rénovation énergétique. En fait, les rénovations énergétiques qui marchent bien, en général, c'est les rénovations énergétiques qui sont complètes et c'est celles qui sont faites avec des artisans, des entreprises qui ont de confiance, qui peuvent être notées, auditées, surveillées, quoi. Et en fait, du coup, quand tu es un gouvernement et que tu jettes sur la table tout de suite des centaines de milliards, bah, il y a plein de profiteurs qui arrivent, qui vont faire des choses pas forcément très très bien. Donc il faut encadrer, il faut avoir des artisans, par exemple, certifiés, RGE. Enfin voilà, il y a tout un système de choses à faire qui fait que voilà, je pense qu'il y a bien deux sujets. Il y a est-ce que le gouvernement a fait assez en termes d'argent mis sur la table? Là, je pense que on pourrait raisonnablement penser que le gouvernement n'a pas fait assez. Et après, il y a une deuxième question qui est bien celle de l'efficacité de la performance. Et là, malheureusement, effectivement, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. Alors, ce sont mes propos, je précise. Alors, moi, je pense que le gouvernement ne fait pas assez. Aujourd'hui, ou le jour où on fait ce podcast, nous sommes début octobre. Il faut comprendre que je regardais un truc qui est super intéressant. La pression fiscale n'a jamais été aussi forte en France. Elle est de plus quasiment 45% sur les Français. Même sous Hollande, où on avait déjà dépassé les 1000 milliards par an d'impôts, ben, c'était, je crois, 42,6%, etc. Alors, on est à 45%. Donc, la pression fiscale est très, très forte. Et en plus, alors chacun pense à ce qu'il veut de ça, le gouvernement a aujourd'hui annoncé qu'ils vont faire un fonds d'aide de 100 millions d'euros pour les Ukrainiens. Donc voilà, bon, en tout cas avec mon argent, avec mes impôts. Donc voilà, mais donc moi, enfin, ce que je comprends jamais, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique, mais il y a toujours de l'argent magique pour certaines choses.
Donc, moi, j'aurais préféré, exemple, qu'on investisse pour ce genre de choses parce que tu as parlé, tu as utilisé pour moi le bon terme, c'est le mot passoire. Il y a énormément de maisons où ce sont des passoires énergétiques. Et la personne qui m'avait montré ça, c'était un reportage, je crois, à l'époque peut-être de Zone Interdite, c'était il y a 3 4 ans, qui avait fait un truc comme ça et qui montrait comment les gens chez eux, ils avaient hyper froid et comment après des rénovations d'eux-mêmes, où ils mettaient peut-être 10 15 000 euros, comment ils utilisaient beaucoup moins de chauffage, ils utilisaient beaucoup moins d'énergie. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu que Bruno Le Maire il fasse le clown à porter des cols roulés, ça serait bien qu'il se pose la question de savoir comment investir réellement afin de changer les choses, mais sur la durée. Donc, euh, donc voilà. On continue. Ouais, Alors, la alors juste pause. un, ok, Vas-y, un peu. vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, juste un mini commentaire là-dessus. Je pense qu'il y a, enfin, vu que tu m'emmènes sur le terrain de la politique, il y a, il y a aussi enfin, un sujet qu'il faut qu'on ait, mais c'est que, et là, je vais peut-être pas me faire que des amis parmi tes auditeurs, mais il y a aussi la question que, enfin, en métropole, et je pense que c'est vrai aussi aux Antilles, on paye l'énergie, l'électricité relativement peu cher par rapport à d'autres régions du monde, par rapport à nos voisins européens, par exemple. En France, enfin, le gouvernement a mis sur place un bouclier tarifaire extrêmement important. Et en fait, et c'est là, c'est peut-être une opinion impopulaire, mais je pense que c'est pas un très très bon signal qui est envoyé en fait. Parce qu'en fait, du coup, on balance effectivement des centaines de milliards sur la table pendant 3 mois, mais en fait, l'énergie, elle est de plus en plus rare, elle va de plus en plus chère. Et du coup, en fait, on n'aide pas des entrepreneurs à aider les gens à rénover les maisons. On n'aide pas forcément des gens qui ont les moyens d'isoler les maisons. La question, elle n'est pas du tout de ne pas protéger les plus modestes. Ça, c'est évident, tout le monde le dit. Il faut des chèques énergie, il faut des aides bien ciblées, il faut effectivement toutes les bonifications pour aider les plus modestes. Mais voilà, du coup, je pense que ce sera très difficile d'inciter en fait les Français à moins consommer et de faire en sorte qu'effectivement, il y ait des entreprises, je reprends l'exemple, ça, qui puissent vraiment proposer des super services pour aider les gens à moins consommer si on ne traite pas le tabou du signal prix. Alors, super intéressant ton propos. Moi, je vais commencer à répondre sur le bouclier tarifaire. Moi, je précise toujours un truc. Alors, tu as raison. Il y a un bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire coûte entre 24 et 27 milliards d'impôts, de dettes, parce qu'on s'endette pour cela. D'ailleurs, le gouvernement français s'est endetté pour début 2023 de 270 milliards d'euros pour pouvoir renflouer les caisses, sachant que sur leurs prévisions, je crois que l'inflation devait être de 2,4 ou 2,1, mais pour le moment, elle est à 2,7. Donc, si ça continue à être d'un point, ça va nous coûter entre 80 et 100 milliards de plus. Donc, ça, il faut quand même préciser ça. Donc, là, le bouclier tarifaire, ce sont simplement des dettes, donc de l'argent aux Français. Donc, voilà. Le quoi qu'il en coûte de Macron coûte 60 ans d'impôts au cas où. Donc, voilà. Donc, ça, je réponds déjà à ça. Et après, moi, tu vois, le côté où on dit que les Français payent pas cher, etc. Ben oui, les Français payent pas cher parce que, à la base, les Français payent énormément d'impôts. On est le pays qui a la plus grosse pression fiscale. Donc, ce qui permet que, à la base, ben, on avait le nucléaire. Et si Fessenheim ou d'autres auraient fonctionné, ben oui, l'électricité serait moins chère chez nous. Après, est-ce qu'il faut quand même trouver des moyens pour nous faire comprendre que faut faire attention? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un truc que tu as dit, et je suis d'accord. C'est pas simplement verser des fonds. C'est pas simplement verser 1000 milliards d'euros et de dire qu'on va faire les choses. Non, il faut un suivi. Il faut regarder, il faut qu'il y ait des gens, exemple de l'État, etc., qui soient payés pour aller vérifier les rénovations. Si les rénovations ne sont pas faites, soit condamné, enfin pas soit condamnation de l'entrepreneur. Et s'il y a malversation, pas condamnation que dans l'entreprise, pas en mode personne morale, mais condamnation de l'entrepreneur pour
détournement, etc. Et si les gens risquent la prison sérieusement et que c'est appliqué, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de magouilles à ce niveau. Donc, sur ça, je suis totalement d'accord. Après, moi, qu'on me dit Mm. que les Français payent pas cher, euh, j'ai un peu du mal avec cet argument parce que quand on est le pays qui paye le plus d'impôts, pour moi, c'est normal. Tu vois, c'est comme qu'on me dit, ouais, l'école est gratuite. L'école n'est pas gratuite. Je finance l'école chaque année avec la TVA, avec tout ce genre de choses. Donc, l'école n'est pas gratuite, la santé n'est pas gratuite. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, voilà. Mais oui, je suis d'accord que il y a peut-être en tout cas un moyen ou quelque chose qu'il faut faire pour nous rendre conscients de faire attention à pas mal de choses. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense sur pas mal de points. Sur la question de la fiscalité, moi, j'ai pas forcément d'opinion en soi. Je pense que tu as raison. Effectivement, enfin, quelque part, ça s'équilibre, hein. Donc, si c'est soit c'est nos impôts qui payent, soit c'est nos enfants. Et du coup, il est probable que du coup, nos enfants vont hériter d'une dette qui est assez colossale. Parce que voilà, nous, on a voulu en fait que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie pas cher, alors qu'en ce moment, en tout cas, il y a une crise sans précédent. Mais on voit bien, enfin, tout le monde le fait, hein. Donc, je pense que socialement, de toute façon, il aurait fallu faire quelque chose. On voit bien l'Angleterre, qui est le pays le plus libéral au monde. Ils ont le système énergétique, en tout cas le plus libéralisé au monde. Ils ont mis aucun garde-fou. C'est parti en cacahuète. Mais c'est Ils ont eu parce que les gilets jaunes et juste, voilà. Et finalement, même s'ils sont très très libéraux, ils ont mis, je crois qu'ils ont prévu de mettre 200 milliards de pounds pour refaire un bouclier tarifaire. Donc, dans tous les cas, on aurait dû faire un bouclier tarifaire, je pense. enfin, pour moi, on ne devait pas faire de bouclier tarifaire. On devait déjà pas fermer Fessenheim. Parce que quand on a fermé Fessenheim, il fallait ouvrir trois centrales à charbon. C'est un fait. Quand Fessenheim a fermé, tout de suite, trois centrales à charbon ont dû être ouvertes pour voir ça. Sauf que il n'y avait pas le problème avec la Russie, donc on ne ressentait pas ça. Pour moi, on devait simplement entretenir les centrales nucléaires. Et quand, au fur et à mesure qu'on aurait eu une énergie, ben, en gros, grosso modo, ça n'existe pas le 100%, mais en tout cas de plus en plus verte, ben, on aurait pu en tout cas s'en passer et faire en sorte d'aller. Parce que nos impôts, au lieu de s'endetter, auraient déjà investi sur des centrales nucléaires. Parce que je reprends l'exemple de Fessenheim, parce qu'il y a un rapport qui explique que Fessenheim, avant qu'Emmanuel Macron confirme la décision de Hollande de fermer en 2017, ben, pouvait rester 10 ans de plus. Donc, en gros, jusqu'à 2027. Donc voilà. Après, pour parler rapidement de l'Angleterre, tu prends un super exemple. Le problème de l'Angleterre, c'est Thatcher. Quand Thatcher a libéralisé à mort l'Angleterre, ben ça fait que le prix du transport a augmenté, le prix de la santé a énormément augmenté et le prix, bien sûr, de l'énergie a énormément augmenté. Sauf que moi, je peux comprendre la libéralisation, mais pas sur certains secteurs. Les SNCF, ça ne sert à rien. On leur a donné moins de moyens, mais finalement, on fait une fausse concurrence. Les autoroutes, Ouais. les Français ont financé le plus grand réseau autoroutier de France. Je crois que c'est Lionel Jospin qui, à l'époque, les a vendus. On ne sait pas pourquoi, mais bon, on l'a vendu au privé. Ensuite, l'énergie, EDF, c'est, je crois, Nicolas Sarkozy qui a vendu une partie d'EDF parce que EDF est obligé de vendre 25% de son énergie à un prix réglementé, même si ça lui coûte plus cher à d'autres personnes comme Direct Énergie, etc., qui sont simplement des revendeurs. Mais les gens qui font l'énergie, c'est EDF. Mais qui a financé EDF? Ben, c'est les Français. Parce que quand on parle de bouclier tarifaire, c'est intéressant que tu en parles. Mais il faut dire aussi que je crois que le gouvernement là, vient de donner entre 10 et 13 milliards à EDF pour les renflouer. Donc, il y a, en plus du bouclier tarifaire, on renfloue encore EDF pour pouvoir les aider. Donc, pour moi, avant de faire ça, il fallait entretenir déjà notre réseau nucléaire. Il fallait faire la solution dont tu as parlé. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est investir massivement, mais le contrôler avec des entreprises sérieuses, etc. Parce que tu imagines si il y a 15 ans, on aurait déjà commencé à mieux isoler les maisons en France, eh bien aujourd'hui, on serait pas dans ce cas-là.
Après, oui, je te rejoins. Soyons pragmatiques. Aujourd'hui, vu que tout ça n'a pas été fait, est-ce qu'on est obligé de s'endetter et faire le bouclier tarifaire? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Mais pour Ouais, moi, il fallait penser à ça en amont. ouais. Alors, moi, j'ai plein de commentaires parce que du coup, tu es parti dans tous les sens. Vas-y, vas-y, Euh, vas-y. euh, ouais, enfin, juste moi, enfin, je pense qu'il faut effectivement, malheureusement, effectivement, on paye les erreurs du passé. Donc, il faut effectivement protéger en tout cas les plus faibles. Voilà, moi, je n'aurais peut-être pas fait un bouclier tarifaire aussi généreux pour tout le monde. Enfin, tu vois, quand finalement on finance des gens qui se déplacent tout seuls en 4x4 dans Paris, qui sont très aisés, bon, je pense pas qu'on ait eu besoin forcément, enfin, je pense pas que nos enfants aient besoin de financer le transport de ces personnes-là. C'est mon opinion personnelle. Non, je Euh, comprends, c'est logique. et après, alors moi, enfin, personnellement, je suis en faveur de rallonger au maximum la durée de vie des centrales nucléaires existantes, que ce soit en France, en Californie, en Belgique ou en Allemagne, qui sont enfin, c'est les principaux pays sur lesquels il y a actuellement des débats sur la prolongation de la durée de vie des centrales. Néanmoins, la situation que connaît le système énergétique européen, euh, c'était pas simplement un modulo Fessenheim. Enfin, Fessenheim serait toujours là, on aurait quand Non, même des très très moi, gros soucis. je parle pas On, d'Européens, on parle de la France. Bah, en Sur France, l'Europe, je ne maîtrise pas assez. en France, tu vois, on a un facteur de charge nucléaire qui est tombé sous les 50% cet été. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques dizaines de centrales qui ont elles-mêmes plusieurs réacteurs nucléaires. Enfin, ouais, il y a plus de la moitié des réacteurs qui ne fonctionnaient pas cet été. Parce que, il y avait notamment des problèmes de visite de D'entretien. maintenance post-Covid, parce qu'en fait, le Covid a un peu foutu le bazar dans les plans d'entretien. Il y avait un problème, effectivement, de corrosion sous contrainte. En fait, nous, on a un parc qui est un peu standardisé. Donc, on a plein de centrales qui sont un peu enfin, plein de réacteurs qui sont le même modèle. Et du coup, voilà, quand on repère un problème sur un type enfin, sur un réacteur, bah, que font les autorités? Ils disent, bah oui, bah, dans ce cas-là, il faut arrêter tous les autres et vérifier qu'il n'y a pas le même problème sur tous les autres réacteurs de enfin, du même modèle. C'est vrai. Et du coup, on a eu un Mais, souci, même, enfin, même si voilà, les gens, les anti et les pros nucléaires aiment bien se taper dessus sur Fessenheim, il y a cela, mais en dessous, il y a un vrai problème de fond. On a vraiment manqué d'électricité en France c'est vrai, mais cet été. On Fessenheim, va en tu sais manquer cet pourquoi c'est hiver. important, Fessenheim? Fessenheim, c'est important parce que, euh, j'oublie qu'il disait ça, mais c'était super intéressant, mais il travaillait à EDF et il expliquait que le fait d'avoir fermé Fessenheim faisait que aussi, vu qu'il y avait la programmation de fermer les centrales nucléaires, eh ben, EDF a commencé aussi à moins recruter des ingénieurs pour ça. Donc, c'est un enchaînement en chaîne, c'est-à-dire que c'est pas que fait ce name? Alors, tu as raison de rajouter tous ces détails-là, c'est vrai, parce qu'il faut toujours contextualiser une conversation. Mais ce que je veux dire, c'est que fait ce name fait que fait ce name et le reste, ça fait que ben, c'est un problème. Parce que même l'Allemagne, ils ont repoussé finalement la fermeture de leur centrale nucléaire parce que ben, ils en sont pas capables, quoi. Donc, voilà. On est allé Ouais. super loin, super intéressant. Euh, Ah, ouais, c'est très, bah, juste peut-être pour terminer là-dessus. Enfin, en vas-y, fait, vas-y. finalement, enfin, une centrale nucléaire, ça met quoi? Ça met 20 ans à construire. Un réseau électrique, enfin un système électrique, ça se compte en décennies. Enfin, quand tu es une société comme EDF SEI en Guadeloupe, par exemple, ou comme RTE en métropole, qui doit un peu planifier le réseau de lignes à haute tension, bah, tu fais pas ça juste pour le mois prochain, quoi. Tu fais ça pour les prochaines décennies. Et donc, effectivement, tout ça, ça demande en fait de la vision politique. Et effectivement, en fait, je pense qu'en France, les derniers gouvernements, dans les derniers 10, 20 ans, se sont un peu repoussé la patate chaude de la question du nucléaire, oui, non, combien, du renouvelable, oui, non, combien. Et en fait, à chaque fois, voilà, ils ont poussé la patate chaude au suivant. Et en fait, effectivement, l'industrie du nucléaire avait besoin en fait d'avoir des visions, de savoir si c'était
si demain on allait construire 5, 10, 15, 20 centrales, dans quel pays, dans quelles Ou conditions. même, ou Et en même la fait, France, ouais, parce que on peut fermer toutes les centrales, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas. Mais simplement, le mot que tu as dit, je suis d'accord, c'est la vision. Pour moi, mon problème avec les gouvernements, moi, je le dis depuis De Gaulle, moi, tous ceux qui sont arrivés après, pour moi, ça s'est arrêté à l'époque, c'était 7 ans. Donc, 7 ans de mandat, qu'est-ce que je vais faire pendant mes 7 ans? Sauf que quand on gère un pays, c'est triste à dire, hein. Il y a en 2000, ça je te parle d'un reportage qui c'était en 2014 avec Oliver Stone, qui a fait 4 heures conversation d'entretien avec Poutine. Et Poutine, il dit, je crois que c'était vers la fin de la partie 4 parce que c'est en 4 parties, il dit la différence entre nous, les Russes et les Occidentaux, c'est que eux, ils ont une vision à court terme et que nous, on essaie d'avoir une vision à long terme. Et moi, je comprends quand il dit ça, parce que je prends rapidement l'exemple de la Chine avec Hong Kong. Quand les Anglais ont dit dans 100 ou 200 ans, on va vous rendre Hong Kong, eux, ils ont dit, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils savaient que les 100 ou 200 ans seraient arrivés. Sauf que quand c'est arrivé sur l'Angleterre, ben, ils n'ont pas compris, ça arrivait super vite, sachant que Hong Kong, c'était une place forte ben, parce que ça bouge énormément, etc. Eh ben, quand c'est arrivé, ben, les Chinois, ben, malheureusement, c'est triste, mais ils l'ont repris avec la force et ils veulent imposer à nouveau leur truc. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, ce genre de pays, eux, ils voient à long terme. Eux, ils voient pas sur 5 ans. Après, bon, ils le peuvent, on me dira. En Chine, il n'y a pas d'élection. En Corée du Nord, il n'y a pas d'élection. Donc, voilà. Mais bon, j'estime que quand tu aimes ton pays, généralement, tu essaies de voir un peu plus loin. J'ai une autre question à te poser. Toujours pareil, ce n'était pas prévu, mais j'ai vu la dernière fois, tu sais, maintenant, pour économiser de l'énergie, parce qu'on parle d'Internet, toi et moi, on parle en visio, là. Mais ouais. la méthode des serveurs, je crois que c'est Amazon et Microsoft qui commencent à utiliser ça. Tu sais, ils mettent dans l'eau, dans certaines eaux hyper froides, afin de ne plus utiliser de climatisation pour refroidir les serveurs. Qu'est-ce que tu penses de Oui. ça? Ouais, alors c'est marrant parce que dans mon précédent employeur, j'ai justement bossé pour une boîte, une très grosse boîte qui fait de l'analyse de données satellites. Donc, ils sont des très, 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 très gros data centers. Et voilà, ils nous avaient demandé de faire l'empreinte carbone du data center et de trouver des solutions pour réduire effectivement les consommations. Et effectivement, c'est assez important, hein, enfin, c'est important. C'est pas le cœur du problème, mais il y a effectivement ouais, des consommations à optimiser. Et en fait, tu as tout dit. En fait, les data centers, les serveurs, en fait, ça chauffe. Ça chauffe et du coup, il faut en fait refroidir. Et il y a des solutions intéressantes qui existent, hein. Par exemple, il y a des piscines à Paris qui sont chauffées avec des data centers. Ok, Donc ok, voilà, ok, donc ok. il y a Ça, je savais pas. des solutions. Tu vois, il y a peut-être quelques gamers qui cet hiver vont se chauffer avec leur ordinateur, tu vois. Non, c'est pas faux. Et il y a aussi, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est hyper important. D'ailleurs, 2027 ou 2030, la Commission européenne a parlé de faire une monnaie numérique. Et quand on parle de monnaie numérique, on parle de celle la plus connue, le Bitcoin. Le Bitcoin ne fonctionne que par ça, mais pour ça, il faut faire du minage. Ouais, Enfin, quand je dis que par ça, je montre l'image. Ah, ok, pas d'image. Que par Internet, voilà, c'est ce que je voulais dire. Que par Internet, et on fait du minage. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi du minage, c'est des processeurs, on peut dire ça, des processeurs, des cartes graphiques qui, enfin, qui minent et en gros qui gèrent les transactions. On peut dire ça ou c'est à peu près ça, grosso modo, pour le Bitcoin, enfin pour le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc même eux, j'ai vu dans certains pays, je crois que c'est en Azerbaïdjan, où vu qu'il faisait froid, ben, c'était parfait pour eux parce qu'ils n'utilisaient pas de clim pour refroidir parce que ben, ça chauffe énormément. Et il y a ceux qui minent en France, ils utilisent beaucoup, beaucoup de clim, en tout cas deux, trois clims et ça tourne toute la journée. Donc, donc c'est pour ça que je voulais te poser la question sur le fait des serveurs dans l'eau, etc. Mais bon, tu m'as répondu aussi sur la piscine. ouais. Donc Après, j'ai voilà. un petit commentaire pour peut-être les auditeurs là-dessus. Faut pas non plus exagérer. Enfin, par exemple, tu vois, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'entreprises du monde de l'énergie
qui, en fait, pour montrer patte blanche et faire semblant d'aider leurs consommateurs à moins consommer, qui disaient ouais, débranchez votre chargeur USB. Ça consomme rien. Donc, il faut un peu se détendre aussi. Je sais il y a beaucoup de communication là-dessus. Faut quand même avoir ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Commencez à effectivement à essayer de réduire votre consommation de chauffage, votre consommation de clim euh, aux Antilles, votre consommation d'énergie pour vous déplacer, si vous avez une voiture par exemple. Voilà, ce sera effectivement les grosses actions à mettre en place. Et voilà, et vraiment l'optimisation du chargeur USB de votre smartphone ou de votre ordinateur, ce sera vraiment la dernière chose à faire. Voilà. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Pour finir, on parle rapidement des petits gestes. Aujourd'hui, je parlais de ça avec un client et parce qu'on parlait tu sais, de tous les emballages. Je lui disais que moi, quand j'habitais en France, j'allais dans un magasin bio, j'oublie le nom, mais on venait, tu sais que tu viens que t'es beaucoup. Donc, ça permet déjà aussi d'économiser. Mais quand on parle d'économiser, c'est pas simplement arriver avec son bocal, faire, etc., et faire le petit geste. C'est pas une question de petit geste, c'est que quand ça transporte, ben, que ce soit en avion ou en bateau, ben, ça prend moins de place. Parce que souvent, les cartons, ça prend énormément de place, énormément de trucs. Donc, quand c'est envoyé en volume, en gros, comme ça, alors qu'il y a plein de petits cartons, ben, ça fait aussi gagner de l'énergie. On a vu la dernière fois qu'Apple, rien que le fait de ne plus donner de boîte de chargeur et que les boîtes soient plus petites, ben, ça permettait d'économiser énormément, même si je ne suis pas là pour dire qu'Apple sont des bienfaiteurs, hein. Voilà, je ne me permettrai pas de dire ça. Euh, on va revenir sur ton application parce que c'est super intéressant. Tu fais l'honneur de la... En tout cas, moi, je suis super content. Nous sommes le lieu pilote dans la Caraïbe. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe? Alors, pourquoi avoir choisi la Guadeloupe? Euh, En fait, j'ai quelques attaches personnelles en Guadeloupe, puisque mon oncle et ma tante habitent là-bas depuis plusieurs décennies. Alors, c'est des métropolitains à la base, mais ils se sont, je pense, acclimatés et enfin, effectivement, ils habitent en Guadeloupe depuis un moment. On y va assez souvent, en fait. Donc voilà, je connais un petit peu l'archipel. Donc j'avais déjà quelques attaches. Et ensuite, j'ai vu en fait un responsable de la Guadeloupe sur un réseau social, LinkedIn, qui disait en gros euh, jeunes entreprises innovantes, si vous avez un projet en faveur de l'écologie dans l'archipel, contactez-moi. Et du coup, j'ai réussi à contacter cette personne. Et en fait, quand je suis venu en vacances en Guadeloupe, bah, je l'ai rencontré en fait à son bureau. Et donc là, je lui ai présenté le projet et je lui ai dit, bah voilà, moi, la météo de l'électricité qu'on a effectivement développée dans différents pays européens, je pense que ce serait intéressant en fait de faire un premier mondial, d'avoir en fait ces données-là disponibles sur une île des Caraïbes. Et du coup, cette personne-là que je salue nous a ensuite mis en relation avec les différentes autorités en Guadeloupe, donc la région, l'ADEME Guadeloupe, EDF SEI, l'ADEAL, etc. Disons les différents organismes qui sont impliqués dans le système énergétique de l'archipel. Ok. Non, parce que j'allais te dire pourquoi pas la Martinique. Alors, j'aime beaucoup mes amis martiniquais, mais bon, je suis content que ça soit en Guadeloupe. Et combien de temps tu penses que tu auras fini pour développer, pour aller en Martinique, Saint-Martin? Parce que tu as parlé de ça, tu as raison. La Guadeloupe, c'est un archipel, Marie-Galante, la Désirade, sachant que la Désirade utilise pas mal l'éolienne. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est qu'en Guadeloupe l'application ou c'est aussi dans son archipel déjà? Alors, en fait, il faut savoir que en fait, les principales îles de l'archipel de la Guadeloupe sont interconnectées par des câbles sous-marins. Donc, en fait, Marie-Galante et la Désirade et les Saintes, si je ne dis pas de bêtises,
c'est sont ça. interconnectés. Donc, en fait, on peut considérer, si tu veux, que c'est Sauf une Saint-Martin. seule grande île électrique. Exactement. Par contre, Saint-Martin n'est pas connecté. Ni Saint-Barth. Je pense pas que Saint-Barth est connecté. Enfin, je Non, sais pas. Non? non, non, Ok. non. Je Ok. ne crois pas, non. Ok. Et alors, sur la question de la durée, en fait, donc nous, le projet pilote, il a démarré en fait début 2022. Et voilà, pour l'instant, on envisage enfin, de faire un point d'étape, si tu veux, fin 2022. Donc, en gros, d'avoir une durée de 12 mois. Pendant ces 12 mois, nous, on a été capable de donner, de construire en fait les prévisions locales, ce qui n'était pas forcément évident. Donc, on a pu en fait faire des prévisions de la consommation d'électricité en Guadeloupe dans les prochaines heures, des prévisions de la production d'énergie solaire, par exemple, en Guadeloupe dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est vrai, tu le mentionnais avant qu'on lance le podcast, on n'a pas encore pris en compte toutes les énergies renouvelables variables en Guadeloupe. Donc demain, on pourrait intégrer aussi la variation de la production éolienne. Pourquoi éolien et solaire? Parce que c'est les moyens de production bas carbone qui varient beaucoup en fonction de la météo. La géothermie, par exemple, qui est elle aussi une énergie renouvelable, comme l'hydraulique ou même les centrales biomasse, euh, ne vont pas varier en fait d'heure en heure, ne vont pas varier de jour en jour. Donc toi, Axel, si tu as besoin de lancer ta machine à laver lorsque l'électricité est la moins polluante, tu n'as pas forcément besoin de savoir quelle est la production enfin, le niveau de production de géothermie ou d'hydraulique, parce que c'est le même en fait dans les prochaines heures. Par Ok. contre, le soleil ou le vent ou C'est la pas consommation, ça pareil. va changer. Ça va changer. Ça va varier. Et du coup, ça va jouer sur la consommation d'énergie fossile. Voilà. Et du coup, je crois que tu avais une dernière question qui était sur un peu quand est-ce qu'on pourrait effectivement s'exporter, entre Développé, guillemets. c'est ça. Même Ouais. la Guyane, même si la Guyane, Alors, bon, c'est un pays, c'est pas petit, donc c'est encore autre chose, mais bon. tout à fait. Alors moi, j'ai déjà eu effectivement quelques échanges avec les équivalents des autorités guadeloupéennes en Martinique, à La Réunion et en Guyane. J'ai pas réussi à avoir des contacts en Corse. Donc, si jamais un de tes auditeurs a des Et contacts en en Corse. Corse, je suis preneur ou Corse. Mais oui, on a déjà eu des échanges et il y a effectivement certaines régions qui seraient intéressées, d'autres non, pour différentes raisons. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, oui, Mais totalement. oui, on aimerait bien, effectivement, on aimerait bien, si en tout cas on estime que le projet marche bien en Guadeloupe, on aimerait bien effectivement diffuser l'outil. Que Et côté pour que français ou ouais. côté aussi espagnol, anglais? Quand je dis espagnol, Ah, anglais, la Dominique, Haïti, Trinidad, moi je pensais à Barbade, etc. alors tout à fait, on peut très bien effectivement se développer dans n'importe quel réseau électrique tant qu'on arrive en fait à avoir des prévisions. Enfin, c'est nous-mêmes qui faisons nos prévisions, mais ces prévisions, elles sont souvent basées sur des données historiques. Donc l'avantage des départements ou des régions d'outre-mer en France, c'est qu'il y a des historiques de données en fait. Et donc du coup, ça c'est assez précieux pour des sociétés comme nous qui veulent du coup faire des prévisions. Mais oui, oui, on a des projets, tu vois, dans d'autres îles. Par exemple, on a eu des contacts avec la Jamaïque. Top, top. Mais est-ce que tu fais en sorte de chaque fois t'entourer avec des scientifiques sur place? Ou alors tu viens avec ton expertise et tu analyses? On essaie en tout cas d'impliquer au maximum. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire. Il faut. Enfin, je veux dire, on ne gère pas le système électrique. On ne gère pas le système électrique guadeloupéen. On ne gère pas le système électrique. Enfin, demain, on ne va pas gérer le système électrique jamaïcain. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les autorités compétentes, dans lesquelles il y a des experts, des scientifiques, des professionnels, des ingénieurs qui connaissent très très bien les enjeux du réseau électrique et de la transition écologique à l'échelle locale. Effectivement, on travaille bien avec ces parties prenantes-là. Moi, je ne me vois pas forcément, si tu veux, me dire demain, on fait un truc 100% hors sol, sans impliquer les autorités publiques. Et d'ailleurs, peut-être pour aussi, enfin, mini parenthèse, mais nous, on est comme une entreprise à mission.
qu'il faut quand même aussi qu'on puisse vivre et payer nos salaires. Donc l'idée, c'est que finalement, on rend aussi un service au système électrique, parce que si beaucoup de personnes utilisent nos outils pour moins et mieux consommer, le système électrique sera mieux géré. Il y aura un meilleur équilibre, un équilibre plus facile entre la production et la consommation. Et donc ça, voilà, on pourrait très bien imaginer se faire rémunérer ou financer par ces différentes autorités qui gèrent le système électrique. Ok, non, mais top, 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 sincèrement, top. Euh, Tu as commencé à en parler, mais c'est quoi l'ambition de ton entreprise, surtout pour nous? Euh, on n'a pas parlé de Mayotte, tu n'as pas parlé de Mayotte, ni de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, c'est loin, mais bon, mais il y a la Nouvelle-Calédonie, euh, euh, je dis bêtise, Tahiti, Tahiti. Ouais, Tahiti, et Wallis et Futuna. Voilà, je cherchais Wallis et Futuna. Est-ce que eux aussi chez eux, même si c'est pas le même, enfin, je sais pas si c'est une question de statut, est-ce que ça change le truc pour toi, mais voilà. Comment eux aussi ça se passe? Parce qu'on a parlé de la Corse, mais on n'a pas parlé de Mayotte, etc. Euh, ouais, alors pour être transparent, j'ai pas eu de contact encore avec ces différentes zones. J'ai essayé de contacter Tahiti, mais j'ai pas eu de réponse. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est très petit. Donc oui, on le fera si besoin, mais je pense qu'il faut tu vois, qu'on vienne nous chercher parce que si tu dis qu'il n'y a que 1% des gens qui utilisent nos outils, ça fait quand même très peu de personnes du coup à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et oui, sur après les autres que tu as cités, évidemment, enfin, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, c'est quand même des territoires importants avec beaucoup de population. Donc oui, si on peut s'y développer, ce sera avec grand plaisir. Ok. Bah, j'espère en tout cas pour la Réunion, parce que la Réunion, c'est grand et c'est Oui, la Réunion, c'est important, ouais. quasiment un million de personnes. Bon, en gros, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, je crois qu'ils sont plus que Guadeloupe et Martinique réunis. Donc, ce qui est pas mal. Donc, Ouais, voilà. Et la Guyane a une très forte croissance. J'en parlais d'un podcast avec le créateur de Mobile Côté, qui, on en parlait, qui, la Guyane, dans quelques années, ben, va largement dépasser la Guadeloupe et la Martinique. Parce que c'est un quart de la France, mais c'est sous-peuplé, quoi. C'est à peine 200 000, donc c'est sous-peuplé. Ils sont moitié moins que les Guadeloupéens. Mais dans ouais. quelques années, on pense qu'ils sont là. Donc, Ah, désolé, je t'ai coupé. Mais c'est quoi l'ambition de ton entreprise? alors, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit avant. Oui, Vas-y, alors vas-y. la Guyane, ils ont aussi d'autres ambitions parce que, enfin d'autres, pardon, pas d'autres ambitions, excuse-moi, d'autres enjeux. Alors nous, en fait, on est quand même conscient que quand je vais demander à quelqu'un de moins et mieux consommer l'énergie, l'électricité, c'est quelqu'un qui effectivement peut faire des actions, peut comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, alors j'espère qu'on le saura un jour, mais on est quand même réaliste. On n'est pas mainstream, tu vois. Je suis pas sûr que nos outils soient le plus facilement compréhensibles pour tout le monde. C'est évidemment notre objectif, mais c'est très très difficile. Donc on espère y arriver un jour, mais voilà, ça va prendre du temps. Et ce que je veux juste te dire, c'est en Guyane, ils ont voilà, une situation sociale qui est aussi assez particulière. Euh, et donc, du coup, voilà, les autorités locales, par exemple, voient un peu moins, si tu veux, voilà, des personnes qui seraient intéressées pour un outil comme Adapt, pour, par exemple, lancer leur machine à laver au bon moment, quoi. S'ils n'ont pas de Ah machine à non, mais... laver, tu vois, Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je connais un peu la Guyane. Sincèrement, tu as certains lieux qu'on atteint toujours en pirogue. En tout cas, à l'époque où j'y étais, il y a des lieux que tu atteins toujours en pirogue. Il y a des routes, certaines routes, je dis bien certaines, c'est pas que la Guyane, mais certaines routes en terre. Moi, quand j'étais allé, en tout cas, je trouvais ça très sous-développé, hein. C'est la jungle, voilà, il y a énormément de choses à faire en Guyane. Alors qu'il y en a énormément de choses à faire en Guadeloupe aussi, mais je trouve que la Guyane, il y a énormément de choses à faire. Donc, c'était pour ça que pour le moment, ils réfléchissent encore. Ils réfléchissent encore. Mais en tout cas, la Réunion, et la Martinique, ça serait super sympa. Euh, ouais. Question, penses-tu que ton application restera pertinente?
sachant que Alors, le attends, problème... c'est un peu décousu parce que j'ai pas répondu à ta question précédente sur l'ambition. Ah, excuse-moi, c'est moi. No- no- Notre ambition, c'est de réduire les émissions mondiales de CO2 de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Alors, un Ce million qui de tonnes, représente... alors justement, 1 million de tonnes, c'est quand même conséquent. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, on émet à peu près 40 milliards de tonnes par an, toute l'humanité confondue. Enfin, je crois que c'est ouais, principalement pour les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Donc voilà, nous, c'est effectivement une petite partie de ces 40 milliards, mais vu l'ampleur du problème, c'est déjà une très bonne chose de le faire. Et en fait, pour donner un ordre de grandeur à tes auditeurs, en fait, ça fait à peu près les émissions annuelles d'une centrale charbon. Donc, t'imagines une centrale charbon bien polluante, bien dégueu. Bah, si nous, on a 1 million d'utilisateurs, parce qu'on estime que en fait, un foyer qui utiliserait Adapt, tu vois, de façon récurrente, pourrait diminuer son empreinte carbone de l'ordre de 1 tonne de CO2. Et donc, du coup, tu fais la multiplication. 1 million de tonnes de CO2, c'est notre ambition. Ça fait à peu près 1 million d'utilisateurs entre l'Europe ou les Antilles. Et ça correspond à une centrale charbon qui serait fermée. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, de manière, comme tu dis, je pense pas que tu viennes pour, entre guillemets, révolutionner, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que les maisons, les appartements sont aussi moins des passoires. C'est, comme tu dis, c'est un petit geste plus un petit geste, en tout cas réfléchi, petit à petit, qui fait que, que le tout fonctionne, beaucoup mieux. Non, mais c'est vraiment pas mal. Euh, Est-ce que tu penses que l'application restera pertinente, sachant tout ce que l'Europe traverse? Euh, alors ouais, je pense que tu fais en tout cas référence à la situation énergétique en Europe. Je pense que, alors tu veux dire que je fais mon vendeur de tapis, parce que j'essaye de Non, pousser pas une du tout. solution, Vas-y, vas-y. mais je plaisante. En fait, enfin, franchement, moi j'ai sincèrement halluciné. En fait, moi, mon combat depuis 2 ans, si tu veux, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut consommer moins d'énergie et surtout qu'il faut consommer l'énergie au bon moment. Et donc, si tu veux, il y a 2 ans, il y a quand même pas mal de gens, notamment des professionnels du monde de l'énergie, qui souriaient un petit peu, quoi. Ils disaient, ouais, Adrien, t'es un zadiste, t'es, t'es un amiche, enfin, de quoi tu nous parles, quoi. Et en fait, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation s'est complètement renversée. On a maintenant l'essentiel des dirigeants européens à plus haut niveau qui mettent des pulls, mettent des polaires pour expliquer à tout le monde s'il vous plaît, consommez moins. Ils disent ouais, on arrête les piscines, on arrête l'eau chaude, on arrête, enfin, on arrête tout, quoi, on arrête la clim. Maintenant, on consomme moins. Donc là, je pense que le tabou, en tout cas sur la sobriété énergétique, il est réellement tombé. Donc ça, c'est, je pense, une très bonne nouvelle, pas que pour nous, hein, mais pour le secteur en général. Et deuxième chose, sur le consommer au bon moment, bah voilà, on voit bien, si tu veux, alors que ce soit Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron, dans leur discours grand public des derniers mois, ils ont clairement dit qu'il fallait en fait diminuer la consommation lors des pointes de consommation d'électricité. En fait, tu vois que enfin, le sujet est vraiment en train de gagner en maturité. Donc, je pense que effectivement, notre solution, enfin, en tout cas, le besoin pour notre solution est fortement justifié. Et on n'est pas tout seul, hein, il y a plein d'autres solutions. Donc oui, je pense que ça reste très pertinent. Et je veux juste terminer sur quelque chose. À l'heure actuelle, 80% de l'énergie, elle est d'origine fossile à l'échelle mondiale. Euh, tu vois, on a besoin d'arriver à 0% si on veut respecter l'accord de Paris. Si on dit que voilà, on veut éviter d'avoir une situation trop catastrophique, genre scénario Mad Max pour nos enfants,
il faut réduire les émissions de CO2. Et donc, il faut qu'on passe à 0% d'énergie fossile. Et donc, pour ce faire, il faut en fait développer, enfin, moins consommer évidemment, développer les énergies renouvelables variables qui sont faciles et rapides à construire, donc notamment l'éolien, le solaire. On en a parlé, mais prolonger les centrales nucléaires et en construire d'autres. Et aussi électrifier le transport, électrifier la chaleur pour qu'on ait en fait de plus en plus d'électricité parce que c'est ce qu'on peut facilement décarboner, quoi. Et donc, du coup, on va arriver dans un monde où il y aura de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus de clim, de plus en plus de chauffage électrique, de plus en plus de production d'électricité qui va varier en fait en fonction de la météo, donc du soleil ou du vent. Et donc du coup, moi je pense que cette question de la météo de l'électricité et de l'idée de consommer l'électricité au bon moment, elle sera de plus en plus pertinente. Je suis d'accord à 98% avec tout ce que tu as dit. Le seul truc que je suis pas d'accord, c'est les voitures électriques. Pour moi, c'est une escroquerie, ce truc. Mais en plus, Pourquoi tu dis ça? Pourquoi alors tu dis ça? c'est simple en tant que, voilà, je le dis, en tant que noir, je me sens proche de ce qui se passe pour mes frères au Congo. Et on sait très bien que pour faire les batteries, ben, il y a énormément de mines au Congo. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est pas foufou, quoi. C'est pas joli, joli pour faire les batteries. On ne sait pas comment les recycler. Donc, pour moi, je ne sais pas. Autant, tu vois, tout ce que tu as dit, je suis tellement d'accord. Et même, tu vois, je reviens sur l'idée que tu as donnée, enfin, que tu parlais, que tu me disais, sur le côté de chauffer des piscines avec des data centers, etc. Nanani. Chauffer l'eau, en tout cas, pour les gens avec ça, qui est une très bonne idée aussi. Mais ouais, voilà. Moi, j'ai du mal avec ça parce que ben, on ne sait pas comment recycler les batteries et que bon, c'est problématique, quoi. Enfin, pour moi, c'est problématique. Tant qu'on ne sait pas le faire, je vois pas l'utilité de me dire d'aller vers l'électrique. Alors, j'ai pas compris. Enfin, moi, je pense que ce qui te pose problème, c'est les conditions absolument scandaleuses, notamment Pour d'extraction faire du les cobalt. batteries, moi, mon problème, Je c'est pense que voilà, tu le fais cobalt. référence au cobalt. Alors, Voilà, alors là, tes le auditeurs, cobalt. Mon problème, c'est le cobalt bah, moi- et le fait qu'on ne sache pas encore recycler la batterie. Moi, c'est un peu ça mon souci. Après, mais euh, il y a beaucoup ok, alors, d'avantages à ça, mais voilà. ok, je peux te chatouiller un petit peu, Axel? Oui, tu peux, tu peux. C'est c'est quoi ton téléphone? C'est quoi ton téléphone? Alors, mon téléphone, c'est un iPhone 11 Pro, D'accord? Et dedans, est-ce qu'il y a du cobalt? bien sûr. D'accord. Donc, ça ne te dérange pas d'avoir du cobalt pour ton Alors, téléphone? moi, je te réponds. Ah, non, 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 non. Moi, je ne vais pas faire le donneur de leçons. Je déteste ça. Ce que je dis, c'est que, exemple, mon iPhone 11 Pro, et quand j'étais un peu plus jeune, je ne suis pas vieux, hein, j'ai le même âge que toi, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais changer de portable tout le temps. Et ça, j'ai arrêté depuis un petit moment où je fais en sorte de garder le plus longtemps. Là, on est déjà au 14. Moi, le 14, je ne l'aurai pas. Je vais sans doute changer au 15, voire au 16. J'ai changé d'ordinateur après 9 ans. Donc, voilà. Ouais, donc voilà. Donc, comme je te disais, moi, j'ai un Mac. Et c'est vrai, tu vois, encore Apple. Ben, c'est triste. Euh, et j'ai un Mac. Donc, mais je l'ai changé au bout de 9 ans. Donc j'essaye, je tends à ne pas changer constamment, etc. Donc, j'essaye de penser à eux, mais c'est vrai que tu as raison. Oui, dans mon portable, dans mes écrans, j'ai même des AirPods, tu imagines. Donc, oui, il y a du cobalt dans beaucoup de choses que j'utilise. Ok. Bah, moi, Axel, j'ai une solution pour toi. Alors, du coup, là, je sors un peu de la voiture électrique, mais Oui, tu peux. moi, enfin, mon téléphone, c'est un Fairphone. Donc là, je fais la publicité, hein. Je précise, je Ah, ne je suis pas connais actionnaire. Fairphone. Je ne suis pas actionnaire Fairphone. En fait, c'est un téléphone qui est pas cher, qui est réparable. Alors, c'est pas le plus sophistiqué. Donc, si tu es hyper geek, ça peut pas te plaire. Par contre, ils essayent de mettre en place des pratiques d'achat responsable et de justement essayer un peu de casser ces mafias qui exploitent en fait des êtres humains, que ce soit en Afrique ou en Asie, pour produire en tout cas du matériel informatique. Voilà.
Non, mais je connais les Fairphone, on a entendu parler un petit moment. Mais c'est vrai que, exemple, pour mon téléphone pro, ça peut être pas mal. Vu que j'ai besoin de changer un, tu me donnes une très bonne idée. Donc, sans doute, je vais essayer de me tourner vers ça. Mais, euh, mais en tout cas, tu vois, mais c'est super bien cette conversation parce que ça permet euh, tu vois, même nous, de se remettre en question, d'essayer de se poser les bonnes questions, ou en tout cas, d'autres questions qu'on se pose au quotidien pour savoir comment on peut changer les choses. On parle toujours du côté écologique. Euh, Qu'est-ce que tu penses des éoliennes? Est-ce que tu penses que Ouais. c'est bien? Alors en fait, j'aurais bien aimé juste faire Enfin, je pense qu'il faudra qu'on revienne quand même sur la voiture électrique Vas-y, en Guadeloupe. vas-y. Je pense que c'est important. Euh, alors moi, je pense qu'il faut effectivement développer la voiture électrique. Je pense que tu as raison. Enfin, les ressources sont précieuses. Donc en gros, avoir un tank de 4 tonnes de matériaux qui en plus, comme tu l'as dit, ne sont pas forcément exploités dans des bonnes conditions, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Si effectivement tu dois juste faire 20 km en moyenne par jour, par exemple, pour entre chez toi et aller au travail, si tu habites en Guadeloupe, qui est quand même une petite île, tu peux, enfin là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une très grosse voiture, tu peux avoir une plus petite voiture, tu peux avoir une voiture électrique. Et c'est vrai que la voiture électrique, bah, elle va polluer sur la fabrication, elle va polluer un petit peu plus que la voiture fossile, parce qu'il faut des batteries plus lourdes, il y a plus de métaux, plus de matériaux, donc elle pollue un peu plus. C'est vrai. Après, l'empreinte carbone de la voiture électrique va aussi dépendre de l'électricité qui est consommée. Et donc malheureusement, dans l'exemple de l'archipel en Guadeloupe, mais c'est vrai dans plein d'autres régions du monde, si l'électricité, elle est elle-même assez fossile, bah, en fait, tu es en train de remplacer de l'essence et du diesel par de l'électricité qui est produite par du fuel ou par du charbon. Et là, c'est hyper dommage, en fait. Là, tu perds sur tous les plans. Et donc, du coup, c'est un peu sur ce cas d'usage-là de la voiture électrique que moi, ça m'a vraiment convaincu, en fait, de mettre la méthodo-électricité en Guadeloupe pour que les utilisateurs de voitures électriques en Guadeloupe puissent diminuer l'empreinte carbone de la recharge de leur voiture électrique et de du coup, voilà, c'est-à-dire que la voiture électrique, bah, comme tu dis, c'est pas 2% de choses qui sont mauvaises dans ce que j'ai dit, ça peut devenir une solution pour favoriser en fait bah, le développement durable, l'autonomie énergétique de l'île, tu vois, la réduction des émissions de CO2. Voilà. Et après, J'allais parler, pendant que tu me parles de ça, est-ce que, si je ne me trompe pas, hein, et j'espère que ma mémoire est bonne, parce que j'en avais parlé avec Lovely Razi, qui m'expliquait que Lovely et Sophia, qui est des Iradiennes, qui m'expliquait que, je crois, que 100% de l'électricité viennent des éoliennes. Je crois que c'est ça. Donc, un endroit, exemple comme là, où ils ont les éoliennes qui fonctionnent en plein régime, exemple à Désirade. ouais, Euh, Là, pour moi, tu vois, je comprends ton argument en disant, à fabriquer, c'est dommage, ça prend, je vais te dire, c'est une empreinte carbone, mais sur le long terme, parce qu'une batterie, c'est 8 ans, généralement, d'accord, une batterie de voiture, donc tu peux la garder, généralement, 8 ans. En tout cas, elle est garantie 8 ans. Donc, en gros, pendant 8 ans, tu utilises ta voiture pendant 8 ans. Est-ce que pendant 8 ans, à la Désira d'exemple, ça sera mieux? Oui, oui, sans doute. Oui, sur 8 ans, oui, je suis d'accord. Oui, sur 8 ans, oui, je suis d'accord. C'est sûr que 8 ans d'acheter de l'essence constamment, alors que 8 ans à charger sa voiture avec de l'éolienne, bon, ben oui, là, tu me bats à plat de couture. Pareil, si on fait ou on utilise ton application et on charge sa voiture régulièrement aux heures qu'on doit l'utiliser, oui, sur 8 ans, tu as gagné, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que et, mon problème, c'est que j'ai l'impression que on le vend comme une solution miracle. Et moi, c'est ce petit côté où tu on as raison, oublie tu as raison, d'expliquer ce, tu as ce, ce- raison. ces petits trucs-là. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on arrête le nucléaire. Moi, je suis pro rien du tout. Moi, tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois dans un podcast, dans le dernier podcast d'actu. Je disais que moi, je suis pro rien du tout. Moi, je suis pro pour nos intérêts. Et quand je parle de nos intérêts, c'est les intérêts dans la globalité, tu vois. Donc, moi, si tu m'expliques que c'est mieux pour moi d'utiliser, exemple, c'est pas le cas, mais imaginons du charbon. Et si tu m'expliques de A plus B que c'est mieux, etc., je te dirais oui. Donc oui, c'est sûr que sur le long terme, je comprends ton argument et je suis d'accord. Après, moi, Non, mais c'est simplement la manière dont je, c'est vendu.
Je te rejoins à 100%, hein. Je pense qu'effectivement, si tu as juste 20 km à faire par jour, tu pourrais très bien prendre un vélo, hein. Et là, c'est la solution magique, quoi. Il y a zéro cobalt, zéro émission de CO2, enfin, c'est autonomie énergétique, Ou comme c'est tu as très dit au bon pour la départ, santé. développer les transports ensemble. Enfin, quand je dis ensemble, c'est-à-dire parce qu'on on peut dire ce qu'on veut. Tu vois, la dernière fois, je pensais à ça. La dernière fois, je te jure, je parlais de ça pendant que tu parles de transport. Moi, je disais, bien sûr, je pousse le bouchon un peu plus loin, un peu plus loin, mais en disant que moi, j'aurais donné des amendes, tu sais, aux parents qui amènent les enfants à l'école. Moi, je trouve ça anormal, tu vois. Il y a des transports scolaires. On devrait, s'il le faut, aider les parents qui ne peuvent pas, tu vois, si tu ne peux pas, tout ça. Mais il faudrait que les enfants prennent le transport scolaire. Parce que avoir des parents qui, parfois, ben, exemple, c'est leur jour de repos, je ne sais pas quoi, qui prennent la voiture pour sortir de chez eux pour amener un gamin, c'est pas normal. Normalement, tous les gamins devraient avoir accès au transport scolaire parce que, exemple, rien que ça, pour moi, ça aurait pu économiser, tu vois. Donc, quand on parle de Ah, transport, c'est aussi ce genre de solution. c'est clairement une super idée. Et puis en plus, enfin, moi, j'ai grandi dans un petit village. Et effectivement, après, c'est social aussi le bus, quoi. En fait, tu vois tes copains, enfin, tu vois tes potes, c'est pas forcément une punition, quoi, de prendre le bus. Non, totalement. Non, Ouais, hein, totalement. non? Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Moi, en j'ai tout des bons cas, souvenirs du bus. J'ai des bons souvenirs du bus, moi, mais non, mais je suis totalement d'accord. Mais ce que je dis, c'est que c'est ça. C'est-à-dire mieux développer les transports qui permettrait que, bon, ben, parfois, on utilise moins. Et puis, parfois aussi, comme tu dis, changer un peu nos habitudes. Parce que moi, je sais que, exemple, en fainéantise, parfois, ben, je vais voir ma mamie, bon, ben, qui habite pas loin, ben, tu vas prendre la voiture, tu vois. Alors qu'elle habite à 2 pas. Mais rien que pour pas marcher parce que tu n'as pas envie de marcher. Alors que non, si tu achètes un vélo, ça sera mieux. Et c'est là où je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout au début. Tu vois, quand l'essence était à 1,98 € en Guadeloupe, ben là, tu vois, je réfléchissais avant de sortir. Tu vois, tu vois le prix était tellement punitif que je me suis dit, ah, tu peux pas sortir comme ça, tu vois. ouais, t'as piqué les vélos de ton voisin et Non, mais soit tu vas pas, mais en tout cas, exemple, et si tu avais l'habitude d'aller à certains endroits, pas inutiles, mais tu vois, tu limites les déplacements en tout cas. Tu vois, alors que là, c'est 1,60, bon, tu réfléchis déjà autrement. Mais quand je sais que ça va remonter après le bouclier tarifaire qu'on paye en dette, je précise, ben, je sais que je vais pas réfléchir de la même manière. Donc, ouais. Mais c'est un vrai concept. La dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'éolien? bah alors moi j'aime pas trop les questions. En gros, c'est comme si tu me disais, en fait, Adrien, tu es un fan de peinture, tu es un fan de Vincent Van Gogh, et est-ce que tu préfères le bleu, le vert, le rouge ou le marron, quoi? En fait, j'aime tout. J'aime tout. J'adore. Enfin, et donc, là, je reviens sur les énergies bas carbone. Il y a parfois, en fait, des oppositions entre nucléaire, éolien, solaire. Franchement, le problème, c'est que on va vers un réchauffement climatique absolument catastrophique. Il va y avoir des centaines de millions ou des milliards de personnes qui vont être très fortement impactées par ce problème-là. Donc, on a besoin de toute urgence de développer les énergies bas carbone. Et de la même façon que j'aime bien toutes les couleurs dans une peinture, bah, moi, j'aime bien toutes les solutions bas carbone. Il faut évidemment du nucléaire, il faut garder le nucléaire qu'il y a à l'heure actuelle, il faut de l'éolien, il faut du solaire, il faut de la géothermie près des failles sismiques comme on peut en faire en Guadeloupe. Bravo les gars, super, allez-y quoi. Il faut de la biomasse, il faut, enfin voilà, quoi, j'en oublie certainement d'autres. Mhm, Mais mhm. il faut tout, quoi. Et donc l'éolienne, ouais, je suis un méga fan. Mais comme je suis un méga fan du nucléaire ou un méga fan du solaire. Ouais, non, mais c'est une belle réponse. Non, belle réponse, belle réponse. C'est un Non, peu improvisé, hein, mais non, mais je comprends. En gros, moi, de toute manière, moi, je suis d'accord avec toi. Rien n'est noir ou blanc. C'est souvent gris. D'accord? Donc, faut essayer, en tout cas, faut tendre à essayer de voir les choses comme ça. Donc, non, voilà. mais sincèrement, c'est comme si tu disais que tu étais général et tu disais, ouais, tu préfères la cavalerie ou l'infanterie. Bah, en fait, non, tu as besoin des deux, quoi. C'est quoi cette question? Tu as besoin des deux. Enfin, plus l'artillerie, enfin, etc. Tu as besoin de tout. Non, tu as raison. Non, tu as raison, tu as raison. Mais moi, je te pose la question parce que je sais que, ben, comme tu dis, il y a souvent le débat entre les pros et les,
et les gens qui n'aiment pas l'éolienne. Moi, je t'avoue que je suis pas très fan de l'éolienne non plus. Avec le côté Mais, bloc de béton, tout ça, etc. Apparemment, ça mais repousse tu- pas. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec ça. En plus, je trouve ça dégueulasse à voir. Il y a plein de trucs là, plein de ventilateurs là dans les champs français. Je trouve que ça ressemble pas à grand-chose. Et en plus, l'échec allemand m'a refroidi parce que l'Allemagne a énormément investi dans ça. Pas que dans ça, mais ils ont énormément investi dans ça. Et pour moi, ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Donc, ça m'a laissé assez perplexe. Mais après, j'ai pas d'avis assez définitif parce que je travaille pas dans le domaine, je travaille pas dans le domaine, j'ai pas les oui, mais diplômes toi, par requis, exemple, ni la toi, compréhension. Donc, toi, en tant qu'habitant en Guadeloupe, tu en plus, à préfères, Sainte-Rose, il y a il y a des éoliennes depuis il peu. y a quelques champs, ouais. Toi, tu préfères une éolienne ou la centrale au fioul à Jarry? C'est quoi que tu préfères? Alors, franchement, voilà, là, tu vois, tu me pièges. Moi, je préfère l'éolienne. Ah, Bah sur oui, le long c'est. terme, oui, ben là, tu me pièges. Mais bien sûr, parce que de toute manière, le fuel, moi, je suis d'accord avec toi. Faut le faire venir. On en a de moins en moins accès. Et puis, au-delà de ça, à part les États-Unis, et qu'on parle du pétrole, du gaz de schiste, c'est vraiment pas joli. D'accord? Fracturer le sol, il faut énormément d'eau, c'est pas top. D'accord? Donc, déjà ça, mais aujourd'hui, pour avoir du Non, pétrole, mais c'est. Axel, enfin, sincèrement, je pense que enfin, je dis pas ça pour toi, mais Non, vas-y, tu vas-y. vois, enfin, je vais prendre un exemple personnel, tu vois, disons que j'ai de la famille voilà, qui aime pas le fait qu'il y ait un champ éolien derrière chez eux. En fait, si demain, des puissances étrangères arrêtent de livrer du gaz en Europe, si demain, on n'arrive plus, pour une raison ou une autre, à importer d'essence, c'est quoi la durée de vie de l'économie française? C'est quoi la C'est ce que durée de j'allais te vie? dire. Alors, non, mais c'est pour Et ça que je juste, parlais des États-Unis. et à mon avis, les gens, le jour où ça arrive, parce qu'en fait, on est pourri gâté quasiment, en fait. On a accès à une énergie pas chère, abondante, on fait ce qu'on veut. Mais le jour où on a plus ça, mais je te jure que tous les mecs qui sont à côté d'une éolienne ou d'un panneau solaire, ils seront très, très, très contents. Parce que quand il y aura un Non, peu de vent, un peu de soleil, ils pourront c'est utiliser totalement l'électricité. ça. Non, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je donnais le contexte en disant, sauf les États-Unis qui utilisent ça. Donc, pour finir mon propos, c'est totalement ça. C'est-à-dire que moi, je pensais aux BRICS. Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Russie, et je crois que j'oublie Chine. aucun. Et Chine. J'ai pas dit Chine. OK, Chine et Chine. Malheureusement pour nous, et tu lèves le point, c'est là où je veux arriver, c'est que c'est qui produit le pétrole? C'est pas nous. L'Arabie Saoudite et l'Iran, le Venezuela, Les États-Unis, hein, aussi, un La Russie. très gros producteur. J'ai dit sauf les États-Unis, c'est pour ça que je parlais aux Ah oui, États-Unis. ok. Je suis dans le côté Occident, sauf les États-Unis. Et d'autres, mais les États-Unis, sachant leur état d'esprit, je pense qu'ils vont garder leur pétrole pour eux, parce qu'il y a un truc que tu as dit de très important et que je dis constamment, c'est que s'il n'y a plus d'énergie, où est ton industrie? L'économie, c'est de l'énergie. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, voilà. Donc, mais les États-Unis, même avec la plus grande volonté au monde, ils ne pourront pas fournir tout l'Occident. Ils ne pourront pas fournir l'Europe, l'Australie, le Canada. Donc, non, il n'y a que les BRICS Bah, qui sont capables de faire ça, quoi. je pense qu'ils feront, mais en tout cas, ils factureront, quoi. Ils le feront jamais gratuit, Je ne pour nos suis beaux même pas yeux, sûr quoi. qu'ils aient les capacités pour. Tu sais, la dernière fois, je regardais que j'en parlais d'un podcast d'actu. La Turquie a trouvé 3 000 milliards de mètres cubes de gaz, alors que la Russie en gère déjà plus de 75 000 milliards. On n'est pas sur on n'est pas sur la même échelle de valeur. Les États-Unis, je pense que même s'ils voudraient, ils ne pourront pas. Et ils pourraient, de temps en temps, aider, mais pas fournir vraiment nous. Donc, moi, je te rejoins totalement dans le sens où, oui, demain, on ne veut plus nous fournir, Mais mais tu sais bien qui sûr, sont je serais content de mon éolienne. tu sais qui sont quelle est l'organisation qui est la première à essayer de se baser à 100% sur l'énergie solaire? Tu sais qui c'est? Ne me dis pas que c'est l'OPEP. C'est l'OPEP qui gère ça. Non, Non, c'est qui? non, c'est l'armée américaine. Ok. Parce que l'armée Ok. américaine,
ils ont très vite compris qu'en fait, dès que t'as plus une goutte d'essence, tu peux plus faire la guerre. Et donc, partant de là, ils se sont dit, bah merde, comment on fait? Et en fait, c'est les premiers à avoir développé ce qu'on appelle des smart grids, notamment sur les bases aux US, pour se dire, bah voilà, si demain il y a, je sais pas, une guerre nucléaire Tu aux peux États-Unis, expliquer un c'est truc comme quoi le ça, smart comment grid? ils. Alors, smart grid, ça veut dire du coup grille intelligente. L'idée, c'est que c'est en fait un réseau électrique intelligent qui va pouvoir, par exemple, optimiser la consommation locale en fonction, par exemple, de la production du panneau solaire. Et c'est quelque chose Ok. qui est du coup, voilà, qui se veut plus dynamique que le système électrique à l'ancienne, où tu as une très très grosse centrale, une très grosse ligne à haute tension qui traverse toute la région, et une grosse ville qui consomme de façon basique en fait l'électricité sans se poser de questions, quoi. Ouais, mais j'ai vu en plus, j'ai vu la dernière fois, je crois que c'était Jojol, je crois que c'est Jojol, le youtubeur en tech, qui montrait, tu sais, comment recharger. J'oublie c'est qui a développé ça, mais c'était en gros des panneaux solaires mobiles. Genre, il était au Mm. parc et il mettait ça la journée et ça rechargeait pour tout le monde et ça permettait d'alimenter un barbecue. Voilà, je crois que c'était ça. C'était un barbecue, ça permettait même d'alimenter un barbecue électrique et c'était top. Bon, c'est un truc qui date de 2 3 ans, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est sûr que de toute manière, on sera obligé ben, de trouver d'autres solutions parce que ben, tu l'as dit, si demain on nous coupe les vivres, ben, on sera en galère. C'est d'ailleurs le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui, de 91 à 2021, a toujours été une économie en bénéfice commercial. Et là, depuis qu'ils ont des problèmes pour récupérer du gaz et à bas coût, ben, ils ont fait leur premier déficit commercial ben, depuis 2022. Et ça continue. Ça continue le déficit commercial des Allemands, alors que c'était the économie et tout le monde parlait de l'industrie allemande, de sa force. Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il faudra trouver des solutions. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, c'est bon, j'avais une question à te poser, mais j'ai déjà posé. Ah si, peut-être, est-ce que toi, du coup, Axel, maintenant, tu utilises Adapt pour ta machine à laver? Moi, sincèrement, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu par le projet. Je suis convaincu par, non, je suis convaincu par l'idée parce que de toute manière, comme je te dis, c'est-à-dire que euh, personne n'a les réponses à tout. Et il faut toujours comprendre qu'une personne amène un projet, mais c'est un projet pour nous et que de toutes les manières, au-delà de ton application, ce que les gens doivent comprendre, c'est que on sera obligé. Tu vois, on sera obligé. Moi, tu vois, dans le dernier podcast d'Actu, je parle de ça. J'explique que j'oublie c'est quelle entreprise, mais il y a une entreprise qui expliquait qu'elle pourra couper les ballons d'eau chaude mais pour plus de 4 millions de personnes si, de telle heure à telle heure, s'ils l'utilisent comme ça. Donc, avant que ça nous arrive, de toutes les manières, vaut mieux qu'on prenne les devants, tu vois, avec l'application, que ce soit demain le gouvernement qui me dise que je dois faire ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on va retourner un peu comme à l'époque voilà, de la pandémie. Donc, on va pas dire, mais tu vois, de la pandémie où on nous dit tu sors pas masque, couvre-feu, pas couvre-feu. Donc là, ça sera pareil, ça sera machine à laver, pas machine à laver, etc., avec le compteur Linky où on voit directement ce qui se passe. Donc, avant de tomber dans ça, s'il y a une solution à utiliser et que elle est facile à utiliser, etc., mais pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, et c'est bien pour ça aussi que je fais le podcast avec toi, parce que je trouve l'idée bonne. Si l'idée ne serait pas bonne, je t'aurais dit que c'est de la merde, tu vois. Je dis c'est de la merde et que j'y crois pas, tu vois. Demain, j'aurais pas fait le podcast. Je pense que ceux qui écoutent PCA Podcast depuis bientôt 2 ans, ils savent très bien que si c'est nul, c'est nul. Donc, voilà. Non, Bon, mais, bah, je suis très flatté. Je suis très flatté. Merci. non, mais c'est bien, c'est bien. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Tu essaies de faire le truc. En plus, comme j'ai dit, on a la chance d'être l'endroit pilote. Donc, ça donne des données. On essaie aussi de comprendre comment ça se passe. Et puis, en aparté, on va pas, je vais pas nommer son nom, mais en aparté, je sais aussi de qui tu t'es rapproché de certaines personnes. Et surtout pour moi, d'une personne très, très compétente dans son domaine qui maîtrise son truc en Guadeloupe. Mm. Donc, je sais que au-delà de l'idée, il n'y a pas de charlatanisme. Il y a quelqu'un, tu t'es entouré, en tout cas en Guadeloupe, de personnes hyper compétentes dans leur domaine,
des gens reconnus mondialement. Donc, non, comment je ne Bien peux sûr, que ouais. valider ça. Et je les salue du coup. J'en profite pour les saluer et les remercier. Totalement. Et du Totalement. coup, j'invite effectivement tous les auditeurs à télécharger l'application donc Adapt sur iOS, Android et sinon adapt.sh sur Internet. Voilà. Ben, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Continuez de nous suivre. Et puis, je mettrai toutes les infos en description. Et puis, voilà. Je te souhaite bon courage, amour, santé, gloire, personnellement, et puis même aussi pour ton entreprise. Et peut-être qu'un jour, moi, ça ne me dérange pas, on fera peut-être un épisode sur l'écologie, parce que je trouve que c'est un sujet hyper important, hyper, enfin, en parlant en tout cas. Donc voilà. Merci encore à toi pour ce moment. Merci beaucoup.